Salut Maxime. Salut Gaël, ça va? Ouais, ça va et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du Setup Podcast. Ouais, Ouais, je vais te laisser merci à, te présenter. merci à toi pour l'invitation. Non, Maxime, Aïssa, 29 ans, la dernière avant la trentaine, préparateur physique depuis la fin de mon master en 2017, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Actuellement, préparateur physique en Chine pour l'équipe olympique de Chine de lutte. Euh, donc ça fait faire 1 an bientôt là, d'ici que 2-3 semaines que je suis parti vivre l'aventure chinoise pour la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et sinon, avant, pour mon passé professionnel, on va dire que j'étais freelance avant d'avoir cette opportunité-là. Donc, on va dire que j'avais des athlètes en individuel. Donc, j'ai fait plusieurs sports. Arbitre de football, footeux, rugby, tennisman, préparation au concours des forces de l'ordre et des pompiers. Je vais aussi coacher au CrossFit pendant quelques temps. Mm. Et puis voilà, et après différentes expériences aussi dans le foot parce que je suis footeux à la base. J'ai joué 15 ans au foot au plus haut niveau régional et toucher du doigt un petit niveau national, mais sans jamais y jouer le week-end, juste un entraînement avec les équipes. Mais voilà, donc des expériences au foot au niveau national et régional en tant que préparateur physique. Ok, top, top. Euh, on va, j'allais dire, aborder le sujet, j'allais dire presque celui qui nous fait nous poser le plus de questions. C'est quoi la différence entre la France et la Chine? En termes de sport ou en termes culturels? Bah, je pense Parce que qu'il est c'est lié. on va parler de sport. Ouais, c'est ça. On va mettre les deux pieds dans le plat, hein. C'est marrant. Je sais que c'est la curiosité de tout le monde. Tu vois, je reçois quand même pas mal de messages de personnes qui sont en Europe ou en France particulièrement, qui me disent ouais, super expérience, profil, etc. Mais pour résumer, on va dire que c'est l'opposition des styles, tu vois. C'est c'est deux visions totalement différentes, deux manières de travailler totalement différentes. Avant de partir en Chine, je savais que c'est réputé que le bloc de l'Est, que ce soit Russie, Chine, tous ces pays-là, c'est un haut volume d'entraînement, c'est no pain, no gain. Ils s'entraînent beaucoup, énormément, parce que c'est ancré dans leur culture. Ils ont l'impression de pas travailler s'ils finissent pas, me dire, épuisés. Et s'ils n'ont pas fait un 10x10 à chaque séance au maximum de poids, ou s'ils n'ont pas fait 10x400 en sprint, tu vois. Donc, c'est l'opposition des styles, tu vois. Moi, j'arrive d'une formation en France, des influences anglo-saxonnes, tu vois. Les formations aussi que j'ai fait, voilà, nous, on souhaite vouloir, enfin, on veut tout calculer, on veut tout quantifier, on veut ne jamais faire le volume de trop et, euh, et on veut surtout prévoir tout, tu vois. C'est-à-dire que nous, on structure complètement notre travail, tu vois. Donc c'est là la plus grosse différence, tu vois. C'est l'opposition des styles. C'est vraiment l'opposition des styles. Ok. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, enfin que ça fonctionne, qu'ils ont des médailles? Parce que mine de rien, on a, entre guillemets, on a une culture plutôt anglo-saxonne, européenne qui a des médailles, et on a une culture bloc de l'Est qui a des médailles. Les deux ont des médailles. Est-ce que tu as Bien réussi sûr. à comprendre ce qui fait que ça fonctionne? Parce que je pense que si on fait l'intermédiaire entre les deux, ça fonctionne pas. Euh, déjà dans le thème, parce que peut-être dans les commentaires, on va mettre à part le dopage, tu vois. Tu vois, genre, on parle purement de sport, tu vois. Moi, je sais pas ce qui se passe s'il se passe des choses, oui, moi, je suis pas au courant du tout. J'ai jamais rien vu ici, tu vois. Donc, on met ça de côté, tu vois. La Russie, la suspension, etc. Bref, ça, c'est un autre thème. Euh, Pourquoi ça marche les deux côtés? Mais aussi, voilà, il faut remettre à l'échelle des pays. Aujourd'hui, quand tu as un pays qui fait 1,6 milliard d'habitants, tu as beaucoup plus de chances de sortir des athlètes. Tu as beaucoup plus de possibilités, tu vois. C'est la masse. Ici, c'est la masse. C'est-à-dire que
j'ai un collègue, mon collègue italien, il a voyagé avec l'équipe en compétition et par exemple, chez la lutte féminine, la fédération italienne, pour faire le championnat national, avait réuni environ 40 à 50 filles. Tu vois, je crois que c'était quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Nous, 40 à 50 filles, c'est notre groupe d'entraînement au quotidien. D'accord? Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que tu vois, la masse, elle est là. Et quand je te dis 40 à 50 filles, tu vas dans chaque province de Chine, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire que tu as des groupes d'entraînement entre 20 et 40 facilement, tu vois. Le système fait que, du coup, on en a déjà discuté en off, mais si tu es apte à faire des sports, pas tes qualités physiques, ils vont t'orienter vers ce sport-là, tu vois. Peut-être que tu as commencé en haltéro, mais tu n'as pas les capacités pour passer à l'échelon supérieur. Du coup, ils vont t'orienter via tes qualités de force, d'explosivité, de puissance, et suivant peut-être ton gabarit physique et comment tu bouges, à des sports comme la lutte, où il y a une dominante de force et de puissance énorme, tu vois. Ils ont construit les sports, ils ont construit leur victoire dans les médailles via cette méthode aussi, tu vois. Sur les sports d'hiver, la Chine, c'est pas un pays de sports d'hiver, tu vois. Il y a pas, ici, il y a pas il y a des montagnes, mais il n'y a pas de station de ski comme nous, on connaît chez nous, tu vois, par exemple. Et donc, ils n'ont pas cette culture des sports d'hiver. Nous, qu'on est des vainqueurs en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est normal parce qu'on est un pays de ski, tu vois. Par contre, ici, non. Mais par contre, ils ont mis les moyens qu'il fallait. Ils sont allés chercher les athlètes qui avaient les qualités physiques. Ils leur ont appris peut-être à pas skier parce que ça va vite, mais à patiner, par exemple, comme le short track. Donc, voilà comment ça marche. C'est la masse. Peut-être que si on remet à l'échelle de la France et sur les belles années du JO, je crois que c'est au JO de 2012 on avait cassé le record de médailles, il me semble, hein, je ne dis pas de bêtises. Si on remet à l'échelle de notre pays, à 70 millions d'habitants, si tu me fais 20-25 médailles déjà au tableau des médailles, 10-15 en or, bah, peut-être que finalement, il faut se satisfaire de ça et se dire qu'on bosse plutôt pas mal, tu vois, parce que si tu n'as pas beaucoup d'athlètes dans ta fédération et tu n'as pas beaucoup de moyens, on sait qu'aujourd'hui, les fédérations se plaignent peut-être des fois des allocations des budgets, elles sont un petit peu... elles souffrent un peu, donc... par rapport à ici, tu vois, faut peut-être se satisfaire de ça et se dire que, ouais, au final, nos méthodes et les personnes qui travaillent sont compétentes et qu'elles apportent des résultats. Parce qu'à l'échelle du pays, c'est largement suffisant. Ici, en France, si tu n'as que 15 athlètes dans ta fédération à haut niveau, tu vois, qui sont protégés par ce statut-là, si tu en casses un ou deux, tu te réduis quand même pas mal tes chances de médaille. Tu vois ce que je veux dire? Ici, je veux dire, bon, il y en a des athlètes élites, forcément, qui ont beaucoup plus de chances de médaille. Mais par contre, si tu casses des athlètes qui sont, on va dire, dans un niveau intermédiaire, qui ne sont pas encore assez mûrs, tu sais que tu en as encore derrière, tu vois. Donc, la politique, forcément, elle n'est pas la même et ils ne t'orientent pas l'entraînement de la même manière. Donc voilà. Donc, ça, on va dire que c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est un entonnoir beaucoup plus raide, mais c'est un entonnoir qui est très très long, peut-être. Exactement, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Après, il y a au-delà du sport, tu vois, le pays, l'idéologie de politique, etc., elle est à l'opposé aussi de chez nous, tu vois. On s'oppose, comme je t'ai dit, tu vois. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous, on va privilégier le bien-être de l'athlète, tu vois. On parle beaucoup de psychologie du sport, de prépa mentale, d'épanouissement, notamment, par exemple, même chez les femmes, tu vois, genre la grossesse, les menstruations, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, tu vois. Ici, peut-être, c'est peut-être au détriment de ça, tu vois. C'est le résultat au détriment de l'épanouissement de l'athlète et aussi au détriment de son intégrité physique. Ici, je coach des athlètes qui font un sport de combat à haut potentiel de trauma, tu vois. On a beaucoup d'athlètes qui se blessent parce que c'est la pratique qui veut ça. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont en overuse, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont en surcharge de travail. Et donc, au bout d'un moment, bah ouais, le mec, il casse, tu vois. Et donc, forcément, en plus, si tu n'as pas les structures et les connaissances et la possibilité de lui apporter une réhab de qualité et un suivi de qualité, tu vois, ton athlète, il va traîner des blessures 1, 2 ans, voire plus longtemps. Peut-être qu'il va prendre sa retraite avant. Et plutôt que de performer, nous, on a les athlètes qui performent
Après, je prends l'extrême du haut niveau, mais tu vois, la Villeni, tout ça, ils font trois Olympiades toujours au top niveau, tu vois. Peut-être qu'ici, ton athlète, il veut faire une Olympiade à un niveau correct, tu vois. Donc, potentiellement faire une médaille. Donc, tu vois, c'est la balance des choses, tu vois, c'est l'opposition. Ok. Et justement, comment toi, tu as pu contribuer avec ton expérience et ta sensibilité sur ces plans-là dans le système? Parce que tu me disais, c'est que effectivement le système, on ne peut pas le changer. Enfin, c'est très compliqué à le changer. Il y a quand même une culture. Comment tu arrives à contribuer à ça? Nous, il faut voir le point comme si on était des consultants, tu vois, enfin, entre guillemets, enfin, j'ai déjà eu la question, mais j'ai mon métier de prépa physique, je suis pas consultant, c'est-à-dire, c'est moi qui lead toutes les séances, c'est moi qui fais la programmation, voilà, c'est moi qui oriente le programme physique, tu vois, quand on parle de préparation physique de l'équipe, tu vois. Par contre, si au-dessus de moi, si la hiérarchie au-dessus de moi, tu vois, décide qu'on prend un virage, j'ai pas mon mot à dire, tu vois. C'est-à-dire que si demain, on me dit, on saute ta séance de prépa, ou si il faut que tu fasses 3 heures de séance demain, bah, ça va se passer comme ça, tu vois. J'ai pas le choix. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le pouvoir de décision. Je propose des choses. Je suis force de proposition. Je soumets mes idées. Je soumets peut-être le fait que des fois, bah, ça serait pas mal de travailler plus sur tel aspect, peut-être réduire le volume, augmenter l'intensité, privilégier la qualité à la quantité. Mais après, une fois que j'ai soumis l'idée, c'est plus moi le décisionnaire, tu vois. Mm. Donc, moi, la moindre échelle que je puisse faire, c'est que nous, on sort d'une bonne relation avec les athlètes. Parce que les athlètes savent que nous, on apporte des méthodes qui viennent de chez nous. On a c'est pas un mensonge, c'est pas pour, en toute humilité, on est beaucoup plus compétents dans nos métiers de préparateur physique et kiné, parce que c'est de ça dont on parle, qu'ici actuellement. Tu vois, c'est pas que les Chinois sont pas bons, c'est simplement une culture. Le métier de préparateur physique, on va dire qu'il est anglo-saxon, il est de chez nous, tu vois, c'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, tu vois, à part entière dans les équipes. Ici, c'est en retard là-dessus. Donc, le temps qu'il y ait suffisamment de bons ou de strength and conditioning coach qui soient formés ici, qui intègrent les équipes chinoises, bah, ils ont ce retard-là. Donc, nous, on vient avec nos méthodes. Et du coup, les athlètes chinois savent très bien que bah, nos prépas, la réhab que proposent les kinés, les traitements actifs et passifs, tu vois, toute la thérapie manuelle, bah, ça va leur servir, ça va leur être bénéfique, tu vois. Donc, nous, on va avoir une influence directe. Enfin, on va avoir une influence. On essaye de jouer avec ça, tu vois, c'est-à-dire avec le contact direct des athlètes. Et surtout, en plus, quand on nous cible au début de la saison ou avant les compétitions importantes, des athlètes clés, tu vois, c'est-à-dire que des athlètes qui ont des hauts potentiels de médailles, euh, soit aux Jeux Olympiques, soit aux Championnats du Monde, soit aux Championnats d'Asie, tu vois. Donc, forcément, tu focuses sur eux et tu vas avoir un traitement particulier avec eux. Après, c'est aussi comme ça, on va dire, dans les grands clubs de foot, dans les grands clubs de rugby peut-être aussi, tu vois. Tu privilégies tes pépites, tu vois, tes joueurs qui vont t'amener quelque chose de différent ou tes sportifs qui vont t'amener des médailles. Mais nous, on influe sur ça, tu vois, sur la relation directe avec l'athlète. Et, mais après, si demain, je donne un programme individualisé à un athlète ou si je donne une séance à un groupe de 10 athlètes, si après l'entraîneur il a décidé qu'ils allaient faire du contenu en plus en lutte ou même en prépa spécifique lutte, et ben, ça va interférer dans mon travail, tu vois. Et pareil pour les kinés, c'est-à-dire que si ils ont donné un plan de réhab, tu vois, et que l'entraîneur il a décidé que non, il devait faire 100 reps de kettlebell push press parce que c'est bon pour ses épaules, parce que sur la lutte il faut être fort du haut du corps, et que le mec il a une tendinopathie au triceps ou au poignet et qu'il peut pas faire, ou à l'épaule parce qu'il peut pas faire ce genre de mouvement, bah il a pas le choix, il le fera parce que c'est le système qui veut ça. Donc il y a des interférences là-dessus, tu vois. Donc on essaye au maximum d'optimiser ça, d'optimiser la relation avec les athlètes et notre discours par rapport à eux, tu vois. Et c'est là-dessus qu'on fait la diff. Ok. Et toi, ça, justement, comment dans ta méthode d'intervention, est-ce que tu as réussi à mettre en place des systèmes ou des choses pour pouvoir justement te réajuster par rapport à eux et que tu puisses continuer à travailler correctement? Parce que j'imagine que ça peut rapidement être compliqué
de rester avec l'athlète qui est au cœur des choses? Il faut se prendre, enfin, ça fonctionne qu'il faut satisfaire aussi les attentes des team leaders et des entraîneurs et des head coachs, tu vois. Donc, euh, on va dire que ouais, j'ai rajouté du volume à mes séances. Ça, j'avais pas le choix. Euh, parce que on est passionné, tu vois, mais et j'ai quand même une éthique, c'est-à-dire que je suis pas là pour casser des athlètes non plus. C'est-à-dire que eux, s'ils le font, bah très bien, ils peuvent le faire, mais moi, c'est pas mon but. C'est-à-dire que je sais où il y a un point où tu peux pousser en termes de volume et d'intensité. Tu vois, j'estime que ce point-là ne doit pas être franchi. S'ils sont satisfaits avec ça, et ben on garde ça, tu vois. En termes de méthode pure et dure, non, j'ai quand même essayé beaucoup de choses ici. Euh, je suis passé triphasique, West Side Barbell. Euh, En ce moment, j'utilise la Dance Friends Method de Guian Smith, tu vois. Euh, il y a des choses qui marchent bien, tu vois. Genre, je sais que bah, l'intervalle training marche très bien avec eux parce que les lutteurs aiment beaucoup la dépense énergétique, les associer avec des charges, tu vois. Alors, c'est sûrement peut-être me faire critiquer un petit peu, mais type CrossFit, tu vois. Mais on va dire de se rapprocher de ces efforts-là, tu vois. Et je sais, en plus, moi, j'ai une influence CrossFit puisque j'ai un background de coach CrossFit et j'ai pratiqué le CrossFit. J'utilise pas le CrossFit dans ma méthodologie, mais on s'en rapproche pour ce type d'efforts. Euh, mais ils aiment bien les trucs où c'est des blocs répétitifs, tu vois. Ils savent qu'ils vont accumuler du volume en répétition. Ils ont un chrono à respecter. Ils n'ont rien à penser d'autre. Donc, ouais, il y a des choses qui marchent bien comme ça. Dès que tu veux être trop pointilleux sur le fait de non, ce serait pas mal que tu dépasses pas cette charge. Ok, aujourd'hui, il faut pas que tu failles le lift. Il faut pas que tu dépasses cette intensité-là. Euh, Mm. c'est pas ancré en eux, tu vois. Et en plus, tu as la barrière de la langue, c'est-à-dire que même si toi, tu transmets à ton traducteur, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué à l'éducation par rapport à nous, l'éducation qu'on a, pas l'éducation à l'école, mais l'éducation sportive qu'on a à haut niveau. Nous, tu sais qu'un mec qui sort de centre de formation, qui a touché au haut niveau dans sa jeunesse et qui arrive dans ce milieu-là, tu lui demandes de ne pas fail la livre, de garder de la qualité, d'avoir un squat où il remonte à telle vitesse, de respecter des ranges de vélo, de vitesse sur un capteur de vitesse, il va le faire, tu vois, il va le faire tout seul, tu n'as pas besoin d'aller checker. Si tu lui donnes le range, il va le faire, tu vois. Ici, non. Ici, non, ça marche pas comme ça. C'est que euh, ils ont du mal à comprendre que peut-être que tu vas faire 30 répétitions à tel range de vitesse parce que tu vas influencer la Ouais. puissance de vitesse, la force de vitesse, etc. Et non, une fois qu'ils ont réussi le lift, ils vont se dire, ouais, bah, c'est bon, je peux monter en charge, tu vois. Euh, Ils vont aller te chercher un 3RM, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc t'essayes de jouer avec ça, tu vois. Donc, bah, le jour où toi, tu as décidé que sur le West Side, par exemple, bah, tu sais que tu as 3 semaines où il faut que tu augmentes à des pourcentages au-dessus quand tu fais tes efforts maximaux, où il faut que tu sois à 2-3 reps très très lourdes et jusqu'à tenter un max au bout de la 3-4e semaine, et bah tu les pousses, tu essayes de jouer avec ça, tu vois, tu t'essayes de jouer avec l'intensité. Tu te dis, il faut que ça soit difficile, mais il faut pas que tu rates ton lift, tu vois. Du coup, c'est au feeling, tu vois, c'est plus au feeling que. Il faut trouver des billets pour obtenir ce que tu veux, c'est toujours compliqué. Right. Euh, Tu vois, donc on a les moyens, tu vois, on a les moyens techniques, c'est-à-dire que bah, cardio, capteur de puissance, euh, on avait l'ISO inertiel, on avait en termes de barres et de cage à squat, tu vas dans le centre olympique à Pékin, tu as 14 racks de powerlifting avec 4 types de barres par rack, tu vois, tu as des poids partout, plateforme d'haltéro, donc tu peux tout faire, tu vois, t'as beaucoup de possibilités. Mais tout ne marche pas et il faut que tu t'accordes avec comment ça marche ici, tu vois, c'est tout ça, c'est. Après, je vais te dire, c'est le coaching, tu vois. C'est peut-être que tu fais une méthode avec une équipe qui va marcher, qui répond bien, et peut-être que tu changes d'équipe et de sportif et que ça répond pas bien. Donc, c'est à toi de trouver les,
les facteurs qui vont permettre une évolution et une progression, tu vois. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est drôle parce que ça me fait penser à. Tu sais, tu disais, les athlètes en France ou ici, ils ont une culture, etc. Mais ça me fait penser à un bon nombre d'athlètes qu'on a en France et qui, justement, en fait, arrivent pas à avoir des perfs, mais qui sont dans ces modèles-là, en fait, de fonctionnement dans le sport. Je sais pas si tu en as connu des comme ça, mais. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Bah, je pense que, alors peut-être que aussi je suis influencé par le fait d'être dans la lutte, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, la lutte, les lutteurs sont réputés pour être parmi les meilleurs athlètes du monde physiquement, tu vois. C'est-à-dire que c'est gros cardio, grosse force, tu vois. C'est vraiment moi, on a un jeune de moins de 20 ans, il a squatté 2,90 ou 300, tu vois. Et il faut le squat, hein, tu vois. Enfin, il est costaud, tu vois. Et après, l'activité fait aussi que tu as un gros bagage cardio, tu as une endurance musculaire, une résistance, tu vois. T'es très mobile aussi, tu vois. Donc peut-être ça influence ça. Donc j'ai envie de te dire que peut-être des athlètes, par exemple, en France, sport de combat, rugby aussi, dès qu'il faut faire de la masse, tout ça, tu vois. Donc ça veut s'entraîner beaucoup. Les triathlètes aussi, peut-être faire trop de volume, tu vois. Ils sont coincés là-dedans. Mais je pense qu'on tend plus vers le fait de vouloir tout calculer. Après, tout dépend de ton encadrement. Tu vois, si tu es accompagné par un préparateur physique ou un coach qui a quand même alerte à propos de ça. Mais aujourd'hui, je pense que non, on a tendance à l'inverse, à vouloir peut-être ne pas trop en faire et du coup, on n'en fait plus. Et on n'en fait plus assez des fois. Oui. Ouais, ouais. C'est qu'il y a ce juste milieu où, du moins, c'est. Enfin, c'est pas plus. On n'en fait plus assez, c'est qu'on le fait pas correctement, j'ai l'impression. C'est pousser le curseur un petit peu plus haut, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est trop dans la peur de vouloir casser l'athlète, créer la blessure, tu vois. Ouais. Ouais, c'est bon, je te l'entends toujours. Ouais, ouais, il y a eu un petit lag, Ouais. mais. Ouais. Du coup, on est là-dedans, tu vois. Alors ici, évidemment, c'est à l'extrême, tu vois, parce que il faut cette peur-là, tu l'as plus, tu vois. Moi, on m'a déjà dit, arrête de te soucier des athlètes, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. C'est pas grave, c'est pas ton rôle en gros. C'est pas, non, mais tu vois, mais c'est, tu vois, l'opposition. Mais tu vois, c'est pas ton rôle de te soucier de ça, tu vois. Parce que, parce que il y a des marqueurs, tu vois, ils ont fait des prises de sang sur les athlètes et on a déjà eu moi, j'ai déjà eu des ratios testostérone-cortisol, tu vois, sur des filles et enfin, c'est trop élevé, tu vois, c'est beaucoup trop élevé et tu leur dis non, mais vous me demandez de pousser encore le curseur, mais c'est pas possible. On le voit au marqueur, c'est que vous les mettez sous les yeux, donc on peut pas aller plus haut, on va casser. Et du coup, on te dit non, mais c'est pas grave, toi, ton rôle, c'est de faire l'entraînement. Voilà, bah, je vais faire l'entraînement et puis voilà, tu vois. Mais et en France, je sais pas. En vrai, j'ai envie de te dire que non, ouais, tu vois, j'ai du mal à voir aujourd'hui en tout cas, que je prends souvent l'exemple des clubs professionnels. Je pense que les prépas physiques et les staffs font tout pour ne pas en faire trop, tu vois. Ok. Ok. Bon, après, je pense qu'on a tous les contre-exemples, mais tu vois, c'est drôle parce que dans une équipe française, où il y a eu exactement ce cas-là, il y avait des marqueurs de surentraînement, il y avait des choses comme ça. Et le prépa disait que les gars étaient trop fatigués, etc. Il a fait les prises de sang parce qu'il s'est dit, bon, ben, les médecins et les responsables de la perf vont me dire que c'est bon, je peux arrêter de les charger, tu vois. Et en gros, les mecs ont dit, non, non, il n'y a pas de surentraînement. Alors que l'athlète avait des marqueurs vraiment très hauts, tu vois. Mais bon, je sais pas trop comment, effectivement, je pense que c'est plus atypique ou, enfin, c'est pas une norme, ouais. C'est peut-être l'exemple qui confirme, enfin l'exception qui confirme la règle, tu vois. Mais je pense que c'est quand même on le voit moins passer en France ce genre de choses, tu vois, que ici, tu vois. Ici, partout où j'ai des collègues, partout où des gens m'ont fait des retours et moi ce que j'ai vu. C'est comme ça, enfin, tout le monde fonctionne comme ça. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions, beaucoup de la peur de jamais en faire, de jamais en faire assez. Oui. Euh,
Et du coup, ça crée des athlètes qui sont dans ce système-là et qui sont éduqués comme ça. C'est-à-dire que si toi, demain, tu dis à ton athlète en France, en Europe, OK, demain, c'est repos, il est très peu probable que tu le vois sur un vélo ou si tu le vois en salle de muscu en train de faire quelque chose, tu vois. Ouais. Euh, il va prendre son jour de repos, il va faire ses trucs. Ici, tu vas le dimanche au gym, euh, tu as des mecs qui sont en train soit de s'entraîner et de faire de la muscu, soit des mecs qui sont en train de s'envoyer du vélo, soit ils sont partis courir, tu vois. La peur de peut-être un jour de repos, de perdre de quelque chose, tu vois. Ouais, je vois. Alors que, tu vois, non, ça marche pas comme ça. Non, justement, il te faut un bon ratio entre ton entraînement pour créer des adaptations et ta récupération. Parce que ça peut pas fonctionner comme ça sinon. S'entraîner tous les jours, c'est pas un problème. Ça, moi, j'y vois aucun inconvénient, tu vois. Par contre, s'entraîner tous les jours à haute intensité ou on extrapole l'intensité tous les jours, toujours pareil, c'est pas possible. Ça crée de la monotonie, la fatigue nerveuse, elle augmente, l'athlète sent qu'il fait toujours la même chose, tu vois. Donc, forcément, tu as une fatigue mentale, tu as une fatigue psychologique, une fatigue physiologique qui s'installe. Et c'est à ce moment-là que tu casses, tu vois. Parce que le jour où tu as décidé de changer ta charge d'entraînement, il n'est pas prêt pour ça. Ou alors, au bout de 6 mois d'entraînement comme ça, bah, tu te casses aussi, tu vois. Mm. Et si c'est ce qui se passe, tu vois, moi, je le vois régulièrement, je rentre dans le gym, je vais en lutte et bah, ils sont en train de faire la même chose qu'ils ont fait hier, tu vois. Où ils répètent 3, 4 fois la même chose dans la semaine. Et, euh, et donc c'est là aussi la différence, tu vois. C'est là aussi, ouais. C'est culturel ici. C'est plus culturel que chez nous. Ok, ok. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu avais mis en place, par exemple, quand tu es arrivé ou, comme tu disais, tu veux quand même anticiper les blessures, tu veux quand même faire de ton mieux, même si on t'a dit que c'était pas ton rôle. Qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer quand même de faire de ton mieux là-dessus tout en collant avec leur modèle et les contenus qu'ils te donnaient? Euh, Déjà, le facteur 1, ça a été qualité dans les lifts. Tu vois, dès qu'on va soulever de la charge, dès qu'on fait des, de la force, c'est qu'il faut respecter des critères techniques. Euh, Moi, aujourd'hui, l'objectif, d'accord, c'est d'avoir des athlètes qui sont forts, mais c'est pas de créer des haltérophiles ou des powerlifters, tu vois. Donc, que tu soulèves 140 dégueulasse parce qu'il faut que tu fasses tes 3 reps parce que c'est marqué comme ça, non. Fais-moi 125 à 3 reps propres avec une descente contrôlée et une montée explosive parce que je te l'ai demandé, tu vois. Ça a été ça. Après, ça a été aussi euh, dans l'approche, peut-être rajouter de la tension musculaire, tu vois, Mm. dans les exercices. Euh, il- je pense que c'est spécifique aussi à la lutte également, mais aussi aux Chinois, c'est-à-dire que on revient à la qualité, mais c'est toujours faire euh, beaucoup de répétitions, c'est très musculaire, tu vois. Et dès que tu vas aller dans la tension musculaire, dès que tu vas aller dans les grandes amplitudes, dès que tu vas aller dans l'étirement, qu'il faut exercer des forces dans ces amplitudes-là, ils sont très faibles. Et je pense que du coup, bah, tu crées des pathologies à travailler comme ça. Euh, Si tu fais des pull-ups et que tu es toujours sur cet angle-là, que tu vas jamais chercher l'étirement, bah, au bout d'un moment, c'est sûr que bah, rester comme ça, le jour où dans ta pratique, tu vas pratiquer un peu plus le bras tendu, bah, où tu te fais exercer des forces Mm. par rapport au sport de combat, bah, ça va casser ou, ou bah, forcément ta structure musculaire, elle vient tirer sur le tendon. Donc si le tendon, tu viens jamais le stimuler, tu t'es musculaire, le tendon, et puis le jour où ça tire, bah, soit ça crée une contrainte et que ça t'emmène vers des tendinopathies, des douleurs qui te gênent au quotidien, ou soit ça casse. Et du coup, c'est soit musculaire aux insertions, ou soit tendineux. Ok. Et après, non, après, c'est surtout sur ça, ouais. Et une variation dans les charges de travail, tu vois, on est plus apte à le faire que le staff chinois, ça c'est sûr et certain. Ok.
est-ce que tu as quand même des liens avec. Tu disais, ils n'ont pas de kiné, ils n'ont pas de. Enfin, ils n'ont pas de kiné. Ils n'ont pas cette culture-là de ce qu'est le kiné chez nous, de tout ce qui est réhab, préhab, même réathlétisation. Si moi je le fais ou si j'ai. Ouais, si toi, tu es là-dedans ou pas du tout. Alors, moi, là actuellement, je travaille avec mon collègue espagnol qui est kiné. En équipe, dans d'autres équipes, il y a des kinés français aussi, des kinés, un kiné italien, un autre kiné espagnol et un kiné. Il y a des kinés argentins. Il y a un kiné argentin aussi, par exemple, avec qui j'ai travaillé. Donc eux, c'est leur partie à eux, tu vois. C'est la réhab, c'est eux qui la gèrent. Maintenant, quand les staffs sont composés, évidemment que si le kiné il a beaucoup trop de travail, tu lui files un coup de main. Quand tu as 40 athlètes, tu peux pas traiter les 40 athlètes et donner des programmes individuels à tout le monde. Mais du coup, oui, j'en ai fait. Actuellement, non, c'est plus ma partie. Là, comment on a structuré le travail, c'est que c'est le kiné qui prend en charge la réhab. Après, indirectement, tu sais que tu as des pathologies qui se répètent, donc indirectement, enfin, non, ça influence ma programmation au quotidien dans le choix de mes exercices. Comme je t'ai dit, parler de tension musculaire, etc. Forcément, dans le choix de mes exercices, bah, je m'adapte pour éviter la sursollicitation au niveau des genoux, au niveau des épaules, pour les protéger un peu plus. Euh, et pouvoir éviter de les retrouver à l'infirmerie quelques temps plus tard, tu vois. Ok. Est-ce que, du coup, dans la partie réhab, c'est la même culture de travail? Parce que de nous, ce qu'on connaît en réhab, c'est quelque chose qui est encore plus aléatoire et vraiment au cas par cas, avec de la haute qualité. Il faut surtout pas trop en faire parce que c'est là où tu peux, dans les premiers temps, post-op, etc., quand c'est des grosses blessures, des lésions musculaires, il faut quand même être très attentif sur plein de marqueurs de reprise. Est-ce qu'ils ont la même stratégie ou justement est-ce que tu as vu des choses différentes? Bah, ici, quand un athlète se blesse, déjà, ils savent très bien que le kiné, c'est le plus apte à donner un avis. Déjà, désolé aux médecins, mais ici, ça n'existe pas réellement. Les médecins en Chine, en tout cas dans les équipes olympiques, ils sont pas assez qualifiés pour lire une écho, lire une radio et donner un protocole et un délai de réhabilitation. Donc, le kiné va prendre en charge tout. Le problème, c'est que comme moi, euh, euh, en prépa, il va se confronter à la décision des coachs, à la décision des leaders. Donc, si ils te font confiance, il faut réussir à que ça aille dans ton sens pour dire, bah, soit tu respectes mon protocole et ton athlète, il va revenir et il va performer, il va pouvoir revenir sur le mat, sur le tapis, aller chercher des compètes. Soit on fait comme vous avez dit, au bout de 2 semaines, si vous estimez que, alors que contre-indication du kiné, et bah, qu'il y a, et maintenant s'il se blesse, c'est plus notre responsabilité, tu vois. Mais on a déjà vu des athlètes, euh, pas de réhab après LCA, pas de réhab après ligament postérieur, pareil sur des opérations au niveau des coudes, enfin, non, la culture de la réhab ici, elle n'existe pas. Donc, s'ils nous ont pas ici, euh, quand il se passe des blessures, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Et les athlètes le savent. Et les athlètes le savent euh, parce ils viennent directement te voir quand ils savent que tu es au sein de l'équipe avec le compte-rendu et ils disent qu'est-ce qu'on peut mettre en place, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, ouais, donc il y a quand même une sensibilité, il y a effectivement une grosse culture de volume et de tout ça, mais quand ils voient quand même les besoins, ils vont un peu, j'allais dire, à l'occidental un peu. Ouais, alors, le problème, c'est que si tu fais pas de réhab, tu estimes que le repos, c'est ta solution. Donc, désolé, mais quand tu te fais une cheville, quand tu te fais même une entorse ou quoi que ce soit, aujourd'hui, c'est prouvé que c'est pas le repos, ni une tendinopathie, ni une rupture de quelque chose, c'est pas le repos qui va soigner ou qui va te permettre de revenir. Donc, souvent, bah, l'avis des médecins ici, c'est de dire non, tu vas prendre des béquilles, tu poses pas le pied, puis t'attends. Et tu mets une attelle. Et puis le jour où ça va mieux, bah, tu repars sur le mat et tu vas combattre ou tu vas faire de la muscu. Et en fait, non, tu perds du temps. Donc, tu n'es plus dans ton objectif de performance parce que toi, ton objectif de performance, quand l'athlète il se blesse,
c'est de le soigner convenablement, bien sûr, et respecter les protocoles. Mais si tu peux, si tu vois que tu peux optimiser sa récupération et le renvoyer le plus rapidement à la compète et à l'entraînement, d'abord à l'entraînement, bah, tu le fais. Euh, et surtout, dans les mêmes conditions, voire meilleures qu'il était avant pour le protéger, tu vois. Et ici, non. Ici, c'est bon, t'as plus rien, tu t'es reposé, on repart. Bah, ouais, mais ça fait quoi? Bah, ça recasse. Ou alors, l'athlète, il est plus en confiance, il est pas confiant, il est pas. Donc non, dans cet aspect-là, il n'y a pas de volume. Par contre, c'est à la croisée des mondes, tu vois. Ok. Non, là, c'est vraiment un point qui est à souligner qui n'est pas bon. Tu vois, c'est pas correct ici. Ils ont besoin de nos compétences et de notre vision à nous pour optimiser ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, si tu avais du coup 3 conseils à donner à un coach ou un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait? Euh, on va prendre un coach, un athlète ou n'importe quoi. Ouais, quelqu'un qui écoute le podcast. Déjà, écoute le podcast parce qu'il y a des intervenants de qualité. Pour ce qui est de mes confrères des futurs préparateurs physiques, ne vous arrêtez pas qu'à votre diplôme. Allez plus loin, pratiquez, formez-vous, allez vous renseigner, lisez, faites des formations annexes. Je sais que ça coûte des sous, mais ça sera un bon investissement. Vous investissez sur vous, pas sur un diplôme. Euh, pour les entraîneurs, on va dire, faites-nous confiance à nous, les préparateurs physiques. On est là pour vous aider. Je sais que vous avez une vision du physique dans votre sport qui est bien définie, mais on peut concilier les choses, on peut s'associer et nous, on est apte à organiser ce que vous avez dans votre tête. Tu vois, c'est que nous, on est capable de le mettre en place et d'organiser une semaine, des cycles pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et enfin, pour les athlètes, Euh, pareil, faites confiance à votre prépa, respectez les intentions qu'il a dans son entraînement. Cherchez pas à faire en plus ou à faire des choses différentes qu'il vous a enseignées. Et pareil, c'est important d'avoir une culture de l'entraînement et de l'éducation. Tu vois, c'est que si le jour où il est pas là, il est malade ou qu'il peut pas venir, te retrouves tout seul en salle où tu dois faire une séance parce que tu es en vacances ou qu'il est en vacances. Bon, après, on donne des programmes à distance, mais tu dois être capable de rentrer dans la salle, savoir ce que tu as à faire. Tu dois être capable de te prendre en charge tout seul. Tu dois être capable de suivre tes résultats. C'est pas à ton coach de tout noter sur son ordi, même s'il le fait. Euh, Tu dois être capable de maintenir un cahier d'entraînement. D'accord? Si tu as fait 100 en squat, s'il te demande d'avoir une progression linéaire, c'est-à-dire que tu dois être capable de dire que tu vas mettre 105 la prochaine séance. Tu vois? Pas de rentrer dans la salle et dire ah, j'ai fait quoi la semaine dernière? Voilà, ce serait mon discours et mes 3 conseils. Bah écoute, top. Si jamais les gens ils ont des questions ou ils veulent te retrouver Insta, Facebook, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Instagram, It's MZ Performance, donc ITS MZ Performance. Voilà, je propose également un groupe Telegram actuel ouvert aux athlètes qui ont des objectifs pour pouvoir échanger avec moi et je partage mes entraînements, mes idées, des petits débats. Ils peuvent partager leur entraînement, ils peuvent me poser toutes les questions et c'est là qu'ils peuvent me retrouver. Et Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Ouais. Ok, bon bah écoute, on mettra tout ça dans la description. En tout cas, un grand merci pour cet échange. Si vous avez des questions et choses comme ça, ben, n'hésitez pas à nous les envoyer. On fera un épisode 2 si. Et pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles et partager le podcast. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Ouais. Et merci pour l'invitation, en tout cas, c'était un plaisir. Allez, ciao, merci. À bientôt.